arriveront en cours de route. Donc, déjà, je vous remercie à tous de vous êtes inscrits, d'être venus à ce webinaire qu'on organise avec OBS. Je vous remercie également OBS d'être avec nous aujourd'hui. En deux mots, je me présente. Moi, donc, je suis arrivé chez Linex il y a un peu plus de 3 mois maintenant pour développer l'Europe du Sud. On travaille avec Larissa qui va nous faire une présentation un peu plus détaillée, une démo en fait de Linex et comment on va pouvoir faire travailler le business et l'IT de manière synchronisée. Méthodo qu'on a travaillé intelligemment avec OBS. Donc, les personnes qui vont présenter aujourd'hui, ladies first, hein, je viens de présenter Larissa, qui se présentera directement juste après. Viendra en premier, en fait, chronologiquement, Gilles, qui parlera de l'ABU qui dirige OBS et qui est plus spécialisé sur le centre de compétences architecture d'entreprise. Et Guillaume, qui lui-même fera une présentation de l'approche d'OBS dans ce domaine. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat. Ou alors, de toute façon, on prévoit une session de questions-réponses à la fin de cette session. Donc, n'hésitez pas à les poser. On essaiera de les grouper comme ça pour toutes les prendre en même temps. Le programme d'aujourd'hui, il est assez bref et, comme on dit, va droit au but. On va chercher d'abord à comprendre comment l'approche de l'urbanisation, pourquoi l'urbanisation, en fait, crée les fondations pour permettre à une entreprise d'innover, de se transformer. Sachant que tout le monde aime l'innovation, tout le monde aime les nouvelles techno, mais comment en fait on fait grâce à l'urbanisation, comment on s'arrange pour l'intégrer dans des systèmes existants, dans des processus existants. On vous parlera d'une vision fédératrice de la transformation, donc via l'urbanisation. Évidemment, comme on vient de souligner, au service d'une stratégie digitale de l'entreprise, c'est-à-dire on parle beaucoup de digitalisation, d'initiatives, de nouvelles techno et de choses comme ça, mais beaucoup de projets sont malheureusement des échecs. Le fait d'y penser, d'avoir une visibilité sur son IT et sur son architecture, c'est ce qui permet finalement de savoir, d'avoir une vraie stratégie, de savoir comment arriver à un succès sur ces projets d'innovation. Et enfin, la présentation concrète de Linex, de la plateforme, qui est comme on le trouvera, comme Larissa le fera de manière magique, comme on a l'habitude de le dire, un enabler, un support de la practice urbanisation. Voilà, je vous laisse entre de bonnes mains, c'est-à-dire Gilles pour commencer, qui lui-même fera la transition avec les suivants. Voilà, Gilles, je te passe le micro. D'accord, donc merci. Bonjour à tous, je me présente, Gilles Moreau. Je suis responsable de ce qu'on appelle un centre de compétences, donc le centre de compétences ITFC au sein de la Business Unit Digital and Data chez OBS, donc Orange Business Services, donc on va dire la BU-ESN d'Orange Business Services. Et en fait, le centre de compétences ITFC se compose d'une trentaine d'ingénieurs basés entre Rennes et Paris qui portent l'ensemble des compétences fonctionnelles qui gravitent autour de l'IT. Donc en fait, on travaille sur les couches basses, on retrouve des product owners, des business analysts et on travaille également sur les couches hautes de l'IT et donc on retrouve au sein de ce centre de compétences des architectes d'entreprise, des urbanistes. Alors, il est vrai, pour refaire un petit peu d'historique, que jusqu'en 2019, nous nous sentions un peu plus doués que la moyenne et nous nous sentions très bons sur l'architecture d'entreprise. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on rencontrait des clients qui étaient sur des activités qui avaient besoin de ce type d'activité, on se rendait compte qu'on n'était pas si différent des autres et qu'on utilisait les mêmes outils, qu'on se certifiait sur les mêmes frameworks. Donc, je ne vais pas vous citer tous les outils, mais voilà, on avait une partie d'équipe qui était certifiée TOGAF. Et donc, on était sur l'activité d'architecture d'entreprise telle qu'elle existe depuis les années 60-70, en commençant par LongGP et puis en finissant par TOGAF. Et en fait, au fur et à mesure qu'on réalisait des benchmarks pour nos clients,
sur des outils d'urbanisation qu'ils souhaitaient mettre en place. Au fur et à mesure qu'on échangeait avec des éditeurs et avec ces mêmes clients, on était à même en quelque sorte, de se faire une rétrospective à nous-mêmes sur cette espèce d'échec collectif de l'urbanisation tel qu'on le portait à cette époque et tel que nos clients le faisaient. Et donc, on va dire saupoudré d'un peu d'audace, d'opportunisme et de ténacité, et finalement de capacité à sortir un peu de notre zone de confort, on s'est retrouvé à s'associer avec un éditeur, l'INAIEX, qui est arrivé en tête de tous les benchmarks qu'on a pu réaliser. Et finalement, ce webinaire aujourd'hui est là pour valider l'ensemble de cette réflexion. Nos clients, on se rend compte aujourd'hui que le monde change et que le système d'information de nos clients est devenu la colonne vertébrale de leur structure et que finalement, pour être agile, pour s'adapter aux opportunités comme aux menaces des marchés sur lesquels elles sont positionnées, elles se doivent d'avoir un système d'information de plus en plus agile. Évidemment, quand on parle d'agilité, on pense aux projets de développement agile en Scrum ou en Kanban et aux démarches DevOps qui ont essayé de rapprocher les devs et les ops. Mais finalement, pendant toute cette démarche agile, on restait assez éloigné au niveau urbanistique de cette agilité. Et donc, une opportunité est arrivée à travers le résultat d'un benchmark, avec notre capacité à aller un peu à sortir de notre zone de confort, comme je disais, et à aller vers un peu de challenge. On s'est retrouvé à monter une activité d'urbanisation avec notre partenaire aujourd'hui, l'INAIEX, sur de l'activité d'urbanisme agile, on va dire. Alors, je ne vais pas forcément passer sur l'ensemble des éléments, mais juste pour rappel, l'urbanisation telle qu'on la voit aujourd'hui, pour l'ensemble des personnes présentes sur ce webinaire, c'est, on va dire, en sortant des évidences, l'alignement du système d'information sur les objectifs d'entreprise ou les business capabilities pour les certifiés TOGAF, la maîtrise de la complexité des entreprises et de leur SI, et cette complexité, on va dire, elle se retrouve exacerbée par l'importance que prend le digital dans le monde d'aujourd'hui. Il faut une certaine visibilité sur chaque euro investi en CAPEX sur une activité pour porter le système d'information pour que les sponsors de l'entreprise soient capables de voir pourquoi ils mettent des euros sur l'urbanisation. Il faut qu'on soit capable d'avoir un système d'information maintenable et évolutif. Pour qu'il soit maintenable, il faut qu'on soit donc capable de valoriser le patrimoine applicatif et métier et donc faire du reuse et ne pas réinventer la roue tous les 4 matins. Tout ça en faisant une transformation continue, donc en s'intégrant aux méthodes et aux pratiques agiles, que ce soit au niveau projet ou à l'échelle avec SAFe aujourd'hui qui se mettent en place dans les organisations. Pour continuer à avancer avec les enjeux métiers de nos clients, il faut qu'on soit capable dans cette activité d'urbanisation de saupoudrer un peu l'innovation et qu'elle ne se retrouve pas complètement isolée sur un pan de l'activité. Donc, j'en ai déjà parlé, mais une certaine maîtrise du SI et une vision consolidée et partagée du SI. Et là, c'est un sujet important qui reviendra avec l'INAIEX, c'est que cette vision, elle doit être partagée avec tout le monde pour que finalement cette urbanisation ne se retrouve pas isolée dans une équipe spécifique qui est la seule à comprendre ce qu'elle est en train de faire. Et en fait, l'urbanisation, il ne faut pas l'oublier, mais à l'origine, c'est surtout un outil d'aide à la décision. Tout ce qu'on est en train de faire quand on urbanise, c'est pour aider la structure, les sponsors, les décideurs à prendre des décisions pour être capables de prendre des trajectoires pour faire évoluer leur système d'information. Et donc, à travers tous ces échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, on s'est rendu compte qu'on rencontrait 4 difficultés majeures que je vais résumer sur le slide suivant et qu'on retrouve un peu chez nous-mêmes et chez nos clients. Donc, sur l'activité d'urbanisation, on a d'abord ce qu'on appelle le syndrome tour d'ivoire. Donc, des équipes d'urbanistes qui sont tous certifiés, qui savent très bien ce qu'ils font, qui maîtrisent totalement la chose et qui sont capables de produire des schémas qui sont les seuls capables de lire. Et donc, une espèce de tour d'ivoire qui met en place au sein d'une DSI une cellule un peu isolée d'experts sur quelque chose qui sont les seuls à comprendre et qui n'apportent pas grand-chose à l'ensemble de la structure. De la même manière, ce syndrome tour d'ivoire, il apporte une autre difficulté, c'est la gestion des compétences. Pour les services de ressources humaines, ça peut être compliqué de recruter ces personnes certifiées, TOGAF et autres, et Archimède et tout un tas de choses, qui ont des prétentions qui peuvent être assez élevées. Une deuxième difficulté qu'on rencontrait souvent, c'est l'outillage. Deux sous-difficultés dans l'outillage. D'abord,
Si on a une activité d'urbanisation en place, c'est surtout un outillage très onéreux, basé sur un modèle économique des années 80, où finalement vous achetez tant de licences pour être capable de lire la modélisation et tant de licences pour être capable de l'écrire. Euh, donc, en plus, avec une expérience utilisateur, une expérience ergonomique, on va dire, des années 80, et donc avec des coûts qui n'impliquent qui ne vont pas faciliter l'implication de l'ensemble des parties prenantes. Ou, à l'inverse, dans d'autres structures qui n'ont pas les moyens de se payer cet outillage onéreux, une activité d'urbanisation qui est faite sur des tableurs, sur du PowerPoint, sur du Visio, et qui donc complexifie le reuse et la maintenabilité de tout ça. Une autre difficulté qu'on a identifiée, c'est la taille critique. Pour mettre en place une activité d'urbanisation et être capable de se payer ce genre d'outillage assez onéreux et ce genre de compétences assez chères, il faut avoir une certaine taille, il faut que le système d'information ait une certaine taille, que la DSI ait une certaine taille, et donc des entreprises avec une DSI limitée, des moyens limités, ne peuvent pas mettre en place ces pratiques, alors qu'à l'ère d'aujourd'hui, ces entreprises sont également concernées par la digitalisation et la transformation du SI. Enfin, dernier point, qui rejoint ce que je disais sur l'outillage et le modèle économique des outils qu'on utilisait auparavant, une visibilité réduite de ce qui est produit par cette activité d'urbanisation et qui donc n'implique pas l'ensemble des parties prenantes et qui donc n'implique pas l'ensemble des sachants. Et finalement, les urbanistes de l'époque passaient une grosse majorité de leur temps à collecter de l'information auprès des sachants, les métiers, les équipes projets de développement, et passer une toute petite partie de leur temps à réfléchir à la stratégie de leur entreprise pour accompagner les sponsors à prendre des décisions. Et donc, finalement, l'activité première d'un urbaniste, qui est d'aider l'entreprise à prendre des décisions, était complètement limitée par le fait que les urbanistes passaient leur temps à demander de remplir des dossiers d'architecture technique, des dossiers d'architecture fonctionnelle, à récupérer de l'information à droite à gauche auprès de l'ensemble des sachants. Voilà. Et en fait, finalement, la visibilité réduite également parce que cette pratique ne s'intégrait pas aux principes agiles, aux principes DevOps, de mise en production régulière. Et donc, avec tous ces processus ultra longs et ultra fastidieux pour récupérer l'information auprès des sachants, il était compliqué d'avoir une information à jour et correcte parce que finalement, l'urbaniste est toujours en train de courir après l'information. Donc maintenant, je vais passer la main à Guillaume qui va expliquer finalement l'ensemble de ces difficultés, comment on a su les traiter à travers nos activités, notre manière de travailler et surtout l'outillage d'Inayex qu'on va vous présenter un peu plus tard. Voilà. Je te passe la parole, Guillaume. J'arrête le partage. Bonjour à Et je te tous. donne la main. Donc, Guillaume Poupin, moi je suis consultant urbaniste et j'interviens donc dans l'équipe de Gilles Moreau. Et donc, je vais vous présenter maintenant cette approche qu'on a pensée finalement, qu'on a voulu vraiment différenciante pour répondre aux principaux enjeux, aux douleurs qu'on a pu avoir donc, sur la pratique de l'urbanisation. Donc voilà, Gilles a parlé du syndrome tour d'ivoire. On a cherché à y répondre à travers une approche qui se veut collaborative. Les problématiques d'outillage qui restreignent finalement la pratique sont trop peu ouverts et donc on s'est penché sur cette dimension, comment ouvrir l'accès aux outils de la pratique de l'urbanisation. Sur la dimension taille critique finalement pour avoir accès à la pratique d'urbanisme, pour la mettre en profit par rapport à la stratégie digitale, la stratégie IT de l'entreprise. Pour nous, la réponse est cette capacité finalement qui nous vient des principes agiles à optimiser le ROI, à avoir à travers des cycles courts un rythme soutenu du ROI systématique et donc pouvoir finalement avoir un retour palpable sur la pratique de l'urbanisme. Sur l'autre dimension qui était la visibilité réduite, pour nous, finalement, la stratégie d'entreprise, la stratégie doit inclure le plus grand nombre, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et c'est là où une approche type réseau social nous paraît réellement pertinente pour impliquer, pour fédérer autour de la stratégie de l'entreprise. Et puis donc, voilà, Gilles vous parlait d'un manque d'agilité. C'est vrai que nous, on travaille chez ITFC beaucoup avec des coachs agiles, avec des experts agiles. Et donc, pour nous, c'était particulièrement important de remettre de l'agilité dans l'approche pour faire face finalement à cette ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'ère de la transformation continue. Donc, face à tout ça, donc on a pensé une approche
qui s'appuie donc sur une certaine philosophie. Donc, pour nous, c'est vrai que la DSI d'aujourd'hui n'est plus la DSI d'hier. On est à l'ère on va vers l'entreprise apprenante et donc la DSI doit être adaptative. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire derrière cette notion d'entreprise apprenante et de DSI adaptative? Donc, je vais commencer par ce qui va vous parler le plus, je pense, les injonctions à l'efficience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la DSI doit maîtriser son système d'information, les outils doivent être fiables, sécurisés. On a pu voir à travers la crise récente la multiplication des attaques cyber. On doit être en mesure finalement d'étendre le service, donc des injonctions à avoir une certaine scalabilité dans la mise à disposition des outils, dans le nombre d'utilisateurs, la performance, la proactivité par rapport aux besoins de demain, et puis toujours ce fameux ROI. Un autre point donc, à droite, cette fois-ci, business partner. Alors, vous lirez partout, si vous vous intéressez à l'entreprise, à l'urbanisation, pardon, qu'il faut réaligner l'IT sur le business. Eh bien, pour nous, il faut aller encore un cran plus loin. C'est-à-dire que la DSI doit être un des premiers partenaires du métier. Pourquoi? Parce que ce sont les outils qui rendent possible l'efficience opérationnelle des outils. Donc, en ce sens, la DSI est au service des métiers, mais la relation va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, les nouveaux usages, la DSI est en mesure finalement d'apporter des nouvelles capacités au métier, de repenser la façon dont le métier exerce son travail. Et c'est un thème central aujourd'hui. Finalement, la DSI doit vraiment agir en partenariat avec les métiers pour finalement bonifier la relation et bonifier le travail réalisé et le ROI qu'on peut en tirer. Et donc, une fois qu'on a cette certaine efficience, cette capacité à être business partner, la DSI peut, entre guillemets, se faire plaisir et faire preuve d'opportunisme au niveau des innovations technologiques. C'est-à-dire que cette efficience, finalement, permet d'envisager de nouveaux usages sur des thématiques comme la blockchain, l'identité décentralisée, le green IT. Finalement, à partir du moment où on maîtrise sa capacité à se transformer, où on est efficace, on sait ce qu'on va retirer, on peut s'autoriser cet opportunisme. Donc, voilà, à l'ère de la transformation continue, si pour certains c'est un défi, pour nous, il est important de le considérer comme une opportunité qui permet de se réinventer et au final, voilà, de développer de nouveaux usages et d'être efficace. Donc, ce slide, finalement, pour vous partager des phrases sans doute trop entendues sur la transformation digitale. Donc, le fameux la transformation, j'ai un budget consultant, il gère ça pour nous. Non, c'est votre transformation, c'est à vous de l'appréhender pour nous. Voilà. Et vous devez, au sens vous, votre entreprise, être partie prenante de cette transformation. Également, voilà, n'en parlez pas au métier, plutôt on les met dans la boucle, pire c'est. Malheureusement trop entendu, donc voilà, je ne vais pas vous faire la lecture de tous, mais cette idée étant qu'il faut s'impliquer, il faut fédérer, et finalement, il faut aussi tenir compte de vos singularités parce que chaque transformation est unique. Mais vos transformations, c'est ce qui va constituer votre histoire, c'est ce qui va vous faire grandir. Et si vous mettez en place les efforts pour grandir ensemble au sein de votre collectif, si vous mettez en place les pratiques de feedback qui vont bien, eh bien, vous allez grandir et votre cycle, votre séquence de transformation, finalement, va être une boucle vertueuse qui va vous amener vers toujours plus de succès. En tout cas, c'est vraiment la philosophie qu'on met en avant derrière cette approche. Donc, en termes d'input, finalement, pour faire fonctionner cette approche, donc, le premier, c'est de bien appréhender l'écosystème. Donc, j'insiste sur le terme écosystème. On parle beaucoup de système d'information. Et pour nous, voilà, on est vraiment sur une dimension écosystème. Quelle est la différence? L'écosystème inclut la dimension de vivant. Donc, vous avez vos opérationnels au sein de votre structure, vous avez les métiers, vous avez aussi vos utilisateurs finaux. Donc, en prenant ce recul pour avoir une vue justement de l'écosystème, une vue globale, eh bien, vous avez une vue qui est plus réaliste et qui vous permet de viser juste dans vos transformations. Avec un point important, c'est qu'un écosystème, par définition, un écosystème viable, est résilient en transformation et c'est ce qu'on souhaite tous pour nos DSI. Donc, le deuxième point, apprivoiser la complexité, l'exhaustivité par et pour les autres. Donc, avec cette dimension collaborative où on inclut, on implique, on fédère autour de la transformation et on est transparent sur cette fameuse transformation. Donc, pour aller plus loin, privilégier le rythme à la vitesse, que vous fassiez du sport ou de la transformation digitale, ce conseil reste valable. C'est ce qui vous permettra d'aller loin. Et puis, donc, être à l'écoute, mettre en place les pratiques de feedback
le plus souvent possible avec toutes les parties prenantes. C'est ce qui va être la clé, selon nous, de l'amélioration continue. Donc, apprenez à voir la valeur qu'il y a partout dans vos collaborateurs, dans votre système d'information. Travaillez dessus, mettez-la en avant. Et finalement, c'est comme ça, en appuyant sur vos points forts, que vous allez réussir vos transformations de demain. Donc, avec cette démarche, donc ces fameux inputs, on arrive finalement sur l'importance de se connaître, cette importance à maîtriser son patrimoine, qui est un enjeu de succès. Donc, voilà, il y a un terme marketing qui sort beaucoup en ce moment, qui est la simplexité. Cette capacité à appréhender, à donner de la visibilité sur un objet complexe de façon simple. On parle aussi d'ère de la transversalité. Ne cherchez pas à savoir le détail, à avoir une expertise ultra pointue, ultra détaillée, mais la vue d'ensemble. Et puis, donc, pensée maturité collaborative, une équipe ouverte sur l'extérieur qui est en communication, qui se remet en question et qui avance. Et derrière, naturellement, découle la performance. Donc, un point important dans notre approche, c'est votre culture de la transformation. Ça constitue finalement une des principales clés de votre capacité à tirer profit finalement du contexte de transformation continue. Avec, je commencerai par votre identité. Sachez qui vous êtes, sachez qui sont vos collaborateurs, votre histoire, vos singularités, vos valeurs. Finalement, c'est ça qui va construire le socle, les fondations de vos transformations. Ensuite, donc, vos axes moteurs, ce qui vous pousse finalement, quel vent va vous pousser pour aller de l'avant dans votre ambition de transformation. Donc, tout ça s'appuie finalement sur vos convictions, vos croyances. Donc, avec ce côté conviction, colonne vertébrale, croyances qui sont plus facilement remises en question par rapport au travail que vous réalisez. Et puis, vos ambitions qui désignent là où vous voulez aller et la façon dont vous souhaitez y aller. Et avec tout ça, on obtient ce qui vous fait avancer, ce sur quoi il faudra travailler justement pour conduire vos transformations. Et puis, la dernière couche, êtes-vous tous prêts? Donc, prêt à aborder avec opportunisme, sérénité, résilience chacune de vos transformations. Donc, ces trois mots ne sont pas anodins puisque la transformation, selon nous, vous ne devez pas la craindre, mais au contraire, vous devez la souhaiter puisque c'est elle qui va vous permettre de vous réinventer, à tous vos collaborateurs de retrouver du sens dans votre projet IT et dans votre transformation digitale et donc s'impliquer, performer dans votre travail au quotidien. Donc, je parlais tout à l'heure de maturité collaborative affirmée. Pour nous, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité de communiquer, d'échanger, de travailler ensemble pour performer. Donc, se rencontrer pour converger sans avoir peur des débats, sans avoir peur des désaccords. Donc, croiser les connaissances et les regards, avoir des approches qui sont à la fois techniques, méthodologiques, métiers, qu'on va remettre en question. Donc, le collaboratif et ses vertus, donc l'ouverture, se fédérer, fiabiliser en croisant finalement les visions d'un même sujet, et puis derrière donc la performance qui en découle avec des principes qui sont systématiquement à mettre en œuvre dès lors qu'on met en place du collaboratif, parce que voilà, l'efficacité ne se décrète pas comme ça. Il faut de la communication, il faut du respect, il faut de l'ouverture et de la rigueur. Et donc dans tous les échanges pour nous que voilà, vous allez impliquer avec les métiers, eh bien, il faut veiller à ce climat finalement, à cette maturité d'échange, cette maturité collaborative. Et derrière, on peut mettre en place donc, les outils ouverts adaptés qui vont permettre d'être une sorte de table ronde, finalement une table ronde digitale pour nourrir ces échanges sur la stratégie, donc la stratégie IT et au-delà, la stratégie d'entreprise finalement de votre organisation. Donc, comme je le disais, tout cela au service de votre stratégie digitale. Donc, quand vous avez les bons inputs, quand vous avez travaillé votre maturité collaborative, eh bien, vous allez petit à petit dégager de la performance, de l'adhésion et donc plus d'implication de vos salariés, de la résilience, de vos collaborateurs, pardon, de la résilience dans vos transformations, l'application, l'échange, l'efficience. Et puis, avec un terme qui est à la mode depuis quelques années maintenant, redonner du sens finalement à votre stratégie et impliquer donc grâce à ce sens et fédérer vos salariés. Donc, en quelques principes forts, donc on retrouve les notions d'agilité, j'en ai parlé avec ce fameux ROI, le collectif, le collaboratif, l'itératif où on va appuyer donc sur un rythme soutenu avec des itérations courtes, donc avoir des cycles courts finalement d'amélioration de votre stratégie d'entreprise, avec bien sûr toujours du feedback et du pragmatisme, parce qu'il faut vous connaître, il faut adapter votre stratégie à votre identité.
Donc, pour nous, comment est-ce qu'on programme finalement, comment est-ce qu'on anticipe cette transformation? Pour nous, tout commence vraiment par une cartographie, c'est-à-dire qu'avec une cartographie de ce que vous êtes aujourd'hui, eh bien, déjà, ça a le mérite de mettre les choses sur la table, de mettre les choses au clair, et la plupart du temps, ça permet de dégager des premiers axes de rationalisation, que ce soit sur de la redondance fonctionnelle entre applications, sur voilà, de la rationalisation d'IT potentielle. Déjà, ça va vous dégager de la marge de manœuvre pour de l'innovation. Ensuite, donc, à partir de votre ambition, cartographier des devenirs, ce que pourrait être votre SI demain, des scénarios d'atteinte. Et là, vous allez d'ores et déjà avoir un ROI vraiment palpable. Et puis, la troisième étape plus durable, qui est un écosystème résilient. Donc, quand vous avez assimilé, finalement, quand votre organisation assimile la pratique d'urbanisme dans son quotidien et que c'est quelque chose qui est naturel d'une certaine façon, et bien là, vous arrivez sur vraiment cette capacité à avoir de l'opportunisme, à travailler main dans la main avec le métier et donc à systématiser finalement cette relation de qualité que vous avez avec vos équipes métiers et qui vous permet d'être efficace et business partner. Donc, en synthèse, je dirais, on a voulu vous proposer une approche vraiment différente de l'urbanisme. Donc, voilà, Gilles parlait des existants, de TOGAF et voilà, de tout l'outillage actuel. Donc, nous, on a fait un pas de côté volontaire pour se dire comment est-ce qu'on peut revoir notre approche pour la rendre plus conforme à nos croyances, à nos convictions. Donc, on a repositionné de l'agilité dans les pratiques et aussi dans l'état d'esprit, donc dans la méthode, dans la philosophie. Et puis, donc, c'est poser la question de l'outillage. Et c'est vrai qu'à travers nos benchmarks, on a remarqué l'INAIEX. On a pris le temps d'échanger, voilà, je pense notamment avec Larissa. Et voilà, on a construit aujourd'hui un partenariat dont nous sommes fiers et qui nous permet de construire, de proposer et de vous parler aujourd'hui d'une offre. Nous sommes réellement fiers chez Digital et Data. Donc, je vais passer la parole à Larissa pour la suite et la présentation donc, de l'INAIEX. Ok, très bien. Aussi, bonjour tout le monde de mon côté. Je suis Larissa. Je travaille comme un account executive chez Linux il y a presque 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut supporter la synchronisation entre IT et métier avec Linux comme outil. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter notre entreprise et ce que nous faisons chez Linux. L'INAIEX a été fondée en 2012 ici en Allemagne. On est une entreprise allemande, mais on a aussi déjà ouvert un office à Paris. Et aujourd'hui, on a plus que 380 employés et plus que 480 clients au niveau global. Ce qui est important à mentionner, c'est que notre plateforme est vraiment facile à utiliser, pas seulement par des experts IT, mais aussi par des responsables du côté métier. C'est vraiment notre objectif d'augmenter la collaboration entre IT et métier. Et comme déjà expliqué par Gilles, une bonne expérience utilisateur, c'est très important pour une pratique réussie d'architecture d'entreprise. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Juste une petite introduction à notre plateforme de transformation continue qui consiste de 4 produits. Notre suite d'architecture d'entreprise au milieu avec les différents modules pour la gestion de votre portefeuille des applications, les risques liés à la technologie et la transformation globale. Il y a aussi un module qui s'appelle Cloud Intelligence qui vous permet de se connecter avec un AWS, un GCP, un Azure pour détecter automatiquement tous les services cloud. Le produit Microservice Intelligence qui permet une intégration avec des CI/CD pipelines, un Kubernetes pour la gestion des microservices. Et notre nouveau produit qui s'appelle SaaS Intelligence qui vous permet la gestion des produits SaaS. Aujourd'hui, vous allez voir les capacités de notre suite d'architecture d'entreprise et je vais aussi parler des intégrations. Nos modules sont alignés sur les cas d'utilisation et aujourd'hui, nous allons créer une base de référence pour augmenter la performance d'entreprise avec le module APM sur le focus de ce webinaire pour donner de la visibilité et du contexte métier pour piloter les investissements, les migrations et la rationalisation. C'est notre premier webinaire, mais aussi on va offrir d'autres webinaires pour les autres sujets. Alors, il y aura une série de webinaires intéressants pour vous.
Ici, vous voyez tous les avantages de notre suite d'architecture d'entreprise, un modèle de données prêt à l'emploi qui vous permet de connecter toutes les différentes couches d'architecture, combiner par exemple les systèmes d'architecture avec aussi les côtés métiers, l'architecture métier sur un côté et sur l'autre côté aussi comprendre l'infrastructure. Linux, c'est basé sur un référentiel central qui vous permet de stocker et centraliser toutes les données. On peut vraiment facile accéder et partager les informations. Et ce qui est aussi important à mentionner, c'est que tous les rapports se sont générés automatiquement sur ce base centrale, sur ce référentiel central que je vais vous montrer dans un instant. Et aussi, important à mentionner, sont nos meilleures pratiques des intégrations, comme par exemple l'intégration avec Signavio pour la modélisation des processus, un ServiceNow comme un CMDB, mais aussi par exemple avec un Confluence pour partager des rapports en externe. C'est vraiment pour créer un écosystème, comme déjà expliqué par Guillaume. Et tout ça vous permet de créer de la transparence, mais aussi de se communiquer entre les différents groupes d'intérêt et bien sûr pour augmenter la prise des décisions ou prendre plus vite les décisions. Et déjà, je vais commencer avec une petite démo en direct. Je vais partager notre écran. Je me suis déjà inscrite sur ma plateforme. Vous pouvez voir directement maintenant la suite d'architecture d'entreprise. Il y a juste 4 sections. La première section que l'utilisateur va voir, c'est son tableau de bord pour directement savoir les responsabilités, les dernières mises à jour et aussi les tâches à accomplir. Le sujet pour aujourd'hui, c'est vraiment le soutien à l'entreprise, comprendre comment on peut aligner avec le côté métier. C'est pour ça que j'ai aussi créé un tableau de bord plutôt individuel pour l'architecture métier. Il n'y a pas de limite, vous pouvez aussi créer d'autres tableaux de bord, mais juste laissez-moi vous introduire cette architecture métier pour directement donner de la visibilité sur les capacités fonctionnelles et leur différenciation, par exemple, ou leur niveau digital. Comprendre aussi les applications et leur criticité métier en comparaison peut-être avec les capacités fonctionnelles. En plus, on pourrait aussi directement partager des rapports comme un portefeuille des applications ou une cartographie des applications qui vous permet un groupement des applications dans des fonctionnalités métiers. Mais les rapports, on verra plus tard. Maintenant, je vais vite vous expliquer comment notre référentiel central fonctionne et comment on va créer les différentes relations entre les objets pour faire des analyses d'impact plus tard dans les rapports. Par exemple, d'ici, on pourrait directement accéder à une liste avec les applications les plus critiques. Vous pouvez voir maintenant, je suis dans l'inventaire. Avec cette liste, avec les applications les plus critiques pour la mission, en total plus que 40 résultats. Et bien sûr, on peut aussi dans cette liste trouver notre outil Linux. Laissez-moi vous expliquer ce que vous pouvez voir ici. C'est pour chaque élément architecturel, on offre certaines fiches d'information. Ici, c'est un type de fiche d'information application. C'est Linux, c'est un produit software as a service. On peut utiliser Linux dans un web browser, mais aussi comme une application mobile. Bien sûr, on offre un niveau de service impeccable et on devrait investir dans Linux. Vous pouvez créer des étiquettes vous-même, c'est complètement flexible. En plus, il y a dans cette fiche d'information des différentes sections, des différents champs qui sont aussi flexibles. Vous pouvez ajouter des autres attributs, des autres sections si vous le souhaitez. D'abord, vous pouvez directement comprendre qu'est-ce que c'est Linux, c'est notre outil d'architecture d'entreprise. On a acheté cette application il y a quelques ans déjà. On a remplacé notre outil d'architecture d'entreprise ancien. Vous pouvez directement voir qu'on a remplacé cet outil en 2018. Et on peut aussi vérifier des autres relations directement ici dans cet explorateur des relations pour comprendre toutes les dépendances. Pas seulement les dépendances entre les applications, mais aussi comprendre le soutien à l'entreprise, comme par exemple les fonctionnalités métiers. On utilise Linux dans notre département IT. On utilise Linux en Europe basiquement. On
stocke des données architecture, on s'intègre avec des autres systèmes, comme il y a une interface avec ServiceNow et avec un Signavio, et on utilise un service d'hébergement et développement aussi de Linux. En plus, c'est important de comprendre, vous pouvez stocker facilement toutes les différentes relations ici dans cette fiche d'information. Je vais vite en bas pour comprendre déjà, par exemple, le soutien à l'entreprise avec les différents attributs. Vous pouvez même remplir les attributs via des sondages que je vais vous expliquer aussi aujourd'hui. Les fonctionnalités métiers comme support, les processus, les groupes utilisateurs. Bien sûr aussi la gestion des données, c'est important aujourd'hui pour AGPD par exemple, c'est souvent en cas d'utilisation supporté par notre module APM. Comprendre comment cette application est intégrée avec les autres applications et quel est le côté sourcing. D'ici, comment je peux créer des relations entre les différents objets. Je peux facilement aussi ouvrir cette interface pour comprendre c'est une interface entre Linux et Signavio, par exemple. Si je vais en bas, on peut directement voir que c'est une interface bidirectionnelle et qu'on est en train d'échanger des données toutes les heures, par exemple des documents qu'on va synchroniser via un API. Si maintenant je veux aussi comprendre Signavio, qu'est-ce que c'est, je pourrais directement ouvrir ici et comprendre, c'est notre outil préféré pour la modélisation des processus métiers. Et si je veux comprendre qui est notre partenaire chez Signavio, par exemple, qui est responsable du côté métier, je peux directement voir ça aussi ici, c'est Stéphane Mauduit. Pour vous expliquer un petit peu aussi comment on peut augmenter la collaboration entre IT et métier, je vais revenir encore une fois sur cette fiche d'information de Linux, parce que ici, je définis des différents responsables. Moi, par exemple, je suis responsable du côté technique, côté IT, et c'est Guillaume qui est le responsable du côté métier. Si j'ai des questions pour Guillaume, je pourrais directement ajouter les questions ici et par exemple lui demander d'évaluer la capacité fonctionnelle de cette application. Il peut directement donner la réponse. Dans les dernières mises à jour, je peux voir qu'est-ce qui s'est changé dans la fiche d'information et bien sûr, il va aussi changer la fiche d'information. En plus, ce qui est possible, c'est d'ajouter des informations comme par exemple notre documentation utilisateur avec des meilleures pratiques qu'on peut aussi ouvrir d'ici, explorer un peu plus. C'est même possible d'ajouter des métriques pour comprendre l'utilisation des différents outils, pour s'intégrer avec les outils, pour faire des monitoring, comprendre les niveaux de disponibilité ou le temps réel. Et comme déjà indiqué, il y a la possibilité de remplir les fiches d'information via des surveys, des sondages. Alors, on peut créer des workflows et demander, par exemple, aux gens de faire une analyse en ce qui concerne la disponibilité ou le niveau de sécurité des différentes applications. Aussi, il y a ce saut de qualité. Peut-être c'est aussi une question une fois qu'on a implémenté Linux, comment on va augmenter la qualité de données. C'est à vous de définir les différentes sections qui sont obligatoires à maintenir. Et en plus, on peut aussi créer les sauts de qualité pour être sûr que les utilisateurs restent actifs sur la plateforme. Par exemple, définir une certaine période dans lequel ce saut de qualité va se briser, envoyer des notifications aux responsables pour revenir vers les fact sheets, vers les fiches d'information et pour réviser les données. Alors, une fois qu'on a créé les différentes relations sur les fiches d'information ici dans l'inventaire, il y a beaucoup de rapports. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer quelques rapports qui sont intéressants pour aligner le côté métier avec IT. Comme je dis, ça c'est la base de référence et après on aura aussi d'autres webinaires sur les autres sujets. En général, il y a beaucoup de différents rapports. Ce que je veux expliquer, c'est la portefeuille des applications que nous indique directement les applications et leur capacité technique, leur capacité fonctionnelle. On peut faire des analyses et comprendre quelles sont les applications les plus appropriées.
Si je clique, vous pouvez voir tout est parfait, tout est approprié. Bien sûr, il y a aussi Linux ici. Mais quand même, il y a aussi d'autres applications qui ne sont pas appropriées ou qui sont plutôt déraisonnables. Peut-être il faut vraiment parler aux responsables si on peut changer et améliorer pour mieux couvrir les besoins de notre entreprise. Après, il y a aussi parce qu'on a parlé beaucoup des cartographies, bien sûr, on offre aussi une cartographie des applications qui permet un groupement des applications dans des fonctionnalités métiers ou dans des processus métiers, par exemple. Et pour mieux comprendre le soutien à l'entreprise, on peut utiliser les attributs qu'on avait vus tout à l'heure dans les fiches d'information. On peut utiliser directement ici sur les rapports et comprendre, par exemple, dans notre domaine HA, si on ne pourrait pas définir un certain standard pour couvrir attendance management, parce qu'il y a deux systèmes. Maintenant, on pourrait comparer les différents attributs qu'on avait remplis via des sondages, par exemple, comprendre du côté métier, côté fonctionnel, workforce management est parfait, time track c'est insuffisant, et d'un côté technique, juste pour comparer, aussi, workforce management, c'est tout à fait approprié. Un time track, c'est inapproprié. Alors, peut-être on devrait plutôt investir dans un workforce management et décommissionner un time track. C'est qu'on peut directement utiliser la stratégie time de Gartner, prendre la décision qu'on va décommissionner time track, changer le cycle de vie, qui est aussi un attribut standard, comme on a déjà vu, et comprendre on est déjà dans une élimination progressive et jusqu'à la fin de cette année, on va décommissionner time track, on va maintenir workforce management. Qu'est-ce qui va se passer avec notre Linux? Bien sûr, on peut aussi sélectionner Linux dans ce rapport et comprendre Linux, c'est actif parce que du côté fonctionnel, c'était tout parfait et du côté technique aussi, comme on avait vu tout à l'heure. Juste pour être clair, encore une fois, d'où les informations viennent, des fiches d'information. Une fois qu'on a pris la décision de décommissionner les applications, peut-être c'est aussi important de comprendre comment elles sont intégrées avec les autres applications. C'est pour ça que je veux aussi vous montrer aujourd'hui notre cadre circulaire des interfaces qui nous indique toutes les interfaces entre les différentes applications. La légende nous explique si je touche une certaine application, je peux directement voir comment elle est intégrée avec les autres systèmes. Bien sûr, on pourrait aussi ajouter les filtres et comprendre via quelle interface on est en train d'échanger des données employées, par exemple, ou je veux maintenant comprendre comment une certaine application est intégrée avec des autres. Encore une fois, je vais choisir notre Linux. Alors, une fois, par exemple, si je veux décommissionner Linux, il faut peut-être aussi discuter avec les responsables du côté Signavio, ServiceNow, parce qu'on est en train de synchroniser beaucoup des informations. C'est vraiment un système critique pour nous. Peut-être on ne devrait pas décommissionner, mais plutôt investir. Ici, maintenant, je veux aussi comprendre quels sont les flux de données entre les différents systèmes. Je pourrais accéder d'ici à un flux de données dans un nouvel onglet, ça prend quelques secondes. Activer aussi les objets de données pour comprendre qu'on est en train d'échanger, par exemple, des assets avec l'intégration ServiceNow, des documents, des processus avec un Signavio. On peut adapter un petit peu pour mieux voir ça. Et à la fin, une fois que j'écris ce flux de données, bien sûr, il y a la possibilité de sauvegarder intégration Linux. Et je peux partager avec les autres ou juste pour moi-même. Je fais sans restriction. Tous les rapports que j'ai partagés, je peux ouvrir encore une fois ici sur le côté gauche ou bien sûr aussi partager avec des autres personnes, exporter pour préparer une présentation PowerPoint ou même aussi utiliser comme une vue dynamique dans une page Confluence ou SharePoint pour partager avec des autres. C'est tous pour se communiquer avec les différents groupes d'intérêt, comme déjà expliqué, pour partager et consommer des informations. Et c'est de ça que j'avais prévu aujourd'hui pour notre premier webinaire. Et comme déjà expliqué, il y aura d'autres webinaires intéressants pour vous. Maintenant, je vais encore une fois
montrer les diapositives et Stéphane, il va faire comme un petit débrief. Merci beaucoup, Larissa. C'était très intéressant. Alors, il y a déjà des questions. Si ça vous va, je vous propose d'adresser les questions qui nous sont arrivées par chat ou d'autres moyens. Question de Christian sur la maturité collaborative, quid d'une gouvernance agile. Gouvernance agile, c'est plutôt chez OBS qu'on pose des questions. Alors, gouvernance agile, j'aurais tendance à poser la question agile. Quand on parle de gouvernance agile, on peut parler de plusieurs choses. Déjà, il y a la fonctionnalité de sondage de l'INAIEX qui permet de récupérer des informations au sein de l'entreprise lorsque toutes ces informations ne peuvent pas directement être récupérées clairement auprès des sachants. Donc, on a en quelque sorte une certaine gouvernance de l'information qui peut être sociale à travers cette fonctionnalité de sondage. Ensuite, si on parle de gouvernance agile en termes de décision, j'ai envie de dire que l'INAIEX, sa capacité à être utilisée rapidement par quelqu'un qui ne connaît pas l'outil, va apporter une agilité dans l'adaptation des personnes travaillant sur l'INAIEX, valorisant l'information. Après, je ne sais pas, Stéphane, si on peut donner la parole à la personne qui a posé la question sur ce qu'elle entendait par gouvernance agile. Est-ce qu'on peut faire ça? Bonne question. Je ne sais pas. Si Christian Bay en fait veut réécrire, je ne sais pas comment on peut faire ça éventuellement. Si vous voulez préciser éventuellement votre question, ce serait avec plaisir. Et en attendant, je vais répondre à Guillaume Millard qui demande en quoi l'INAIEX se rapproche du métier. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce que Larissa a expliqué, c'est que, et par rapport à ce que je disais au début, c'est que finalement, l'urbaniste ne passe pas son temps à récupérer de l'information auprès des sachants, les métiers, parce que les métiers peuvent directement valoriser l'application à travers une ergonomie ultra-intuitive. Et donc, un métier, un product owner qui est responsable d'une brique logicielle dans un coin du SI de l'entreprise sera à même de valoriser les informations, la fiche d'information correspondant à son produit. En fait, il y a une fonctionnalité qui est assez importante, c'est celle du saut de qualité. On peut configurer dans l'INAIEX un saut de qualité sur une fiche d'information pour une durée donnée. Et donc, par exemple, le composant logiciel X, parce qu'il est développé en Scrum sur des sprints de 3 semaines, aura un saut de qualité de 3 semaines. Et donc, le sachant, le métier, le product owner, devra, toutes les 3 semaines, il va être interrogé par l'INAIEX et il pourra valoriser directement la chose, devra toutes les 3 semaines venir valider que la fiche d'information du composant dont il est le product owner est toujours à jour. Avec quelle autre application ce composant s'interface, pour quel groupe d'utilisateurs ce composant est actif, et ainsi de suite. Sur quelle technologie il s'appuie. Et finalement, l'urbaniste, au moment où il va décider d'une trajectoire optionnelle pour faire évoluer le système d'information, au moment où il va consulter la fiche d'information de ce composant logiciel, il verra sur l'interface de l'INAIEX que le saut de qualité est toujours actif, que le product owner a validé les informations sur cette fiche il y a moins de 3 semaines, et donc le dernier sprint et donc la dernière mise en prod en fonction du fonctionnement est OK. Et à ce moment-là, il n'a pas à perdre son temps à aller récupérer de l'information auprès des sachants, parce que les sachants sont eux-mêmes capables de valoriser le référentiel d'information intégré à l'INAIEX. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, l'INAIEX se rapproche du métier parce que finalement, les métiers et les urbanistes utilisent tous les deux l'INAIEX au quotidien, avec dans le cadre de leur domaine de responsabilité respective. Voilà. Je pense que ça me paraît très clair comme réponse. Merci. Ensuite, question, je continue. L'outil propose-t-il d'autres cartographies fonctionnelles, par exemple? Oui, en fait, l'INAIEX fournit par défaut tout un ensemble de rapports préconfigurés avec des filtres qui permettent on va dire, de mapper tel composant vers tel autre composant par rapport à des filtres sur les types de relations et sur les types de propriétés. Stéphane, je te laisse compléter si tu veux, mais il y a également un store
qui permet d'acheter des rapports construits par des éditeurs tiers partenaires de l'INAIEX. Et enfin, il est possible de configurer ces rapports soi-même pour aller vers une cartographie spécifique basée sur des tags qui sont spécifiques à une organisation par rapport à des spécificités qui sont très pointues sur le domaine métier de l'organisation qui cartographie dans l'INAIEX. C'est tout complet comme réponse. Il y a encore d'autres questions. Vraiment, il y en a quand même pas mal. Jusqu'à quel niveau de détail peut-on ou doit-on modéliser l'architecture technique avec l'INAIX? Cela peut-il remplacer des schémas d'architecture d'autres, alors ça a sauté, pardon, d'architecture, EA, technique, logiciel, etc. entre l'INAIX et d'autres logiciels? Est-il possible d'éviter de faire 2 fois le travail? C'est une bonne question. Je vois que Larissa sourit et qu'elle a envie de répondre. Oui. Oui, bon, aujourd'hui, on a juste présenté le module APM. Ça serait plutôt pas de notre module TAM qu'on va présenter dans notre prochain webinaire. Bien sûr, on peut aussi capturer la pile technologique dans Linux et connecter avec le niveau applicatif pour, par exemple, comprendre où on a certains risques liés à la technologie. Et bien sûr, on peut aussi s'intégrer avec les outils comme, par exemple, CMDB, si vous avez ça. Une autre question. Les rapports sont très visuels. On voit que c'est très graphique. Ça a l'air sympa à utiliser. Au fond, qui est-ce qui l'utilise? Alors, je pense que Gilles a déjà en partie répondu à cette question. Est-ce que l'INAIX, c'est un outil qui est utilisé par le métier de l'IT? Alors, à la limite, je peux la prendre celle-là parce que j'ai vu récemment un client chez qui en fait, l'INAIX est utilisé même tout en haut. En fait, il a été montré plusieurs fois et utilisé par le board. Donc, ça peut monter jusqu'au C-level, comme on dit, les gens côté board. Quand on a des projets de transformation importants qui impliquent toute l'entreprise et qu'on veut voir des rapports justement sur où est-ce qu'on en est de notre modernisation, surtout si un projet de transformation repose fortement sur l'IT, donc ça peut monter assez haut. Voilà, et ce n'est pas réservé, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, aux architectes d'entreprise. Il y avait une autre question aussi, c'est sur la mise à jour. Les outils sont souvent difficiles à conserver à jour. En gros, de ce que je comprends de la question, c'est que quand on fait un projet au départ, tout est beau, tout est rose. Là, on a la plateforme qui est bien à jour, bien propre. Et puis, au fil du temps, il y a cette dérive. Comment on fait, en fait, comment on s'arrange pour que l'INAIX reste up-to-date, toujours à jour? C'est pour ça qu'on va définir des responsabilités directement du début et aussi établir des workflows comme avec les sondages, avec le saut de qualité, les notifications pour que vraiment les utilisateurs restent actifs sur la plateforme. Alors, je vois qu'il y a une ou deux personnes qui sont parties. Il y a un petit cadeau à la fin, il faut rester jusqu'au bout. Mais ça, c'est pour ceux qui restent à la fin. Alors, il restait encore 2 questions, je vois. 3 questions. David Courtin, comment se répartit l'activité, faire des diagrammes des architectes, la technique logicielle, etc., entre l'INAIX et d'autres logiciels? Ah non, pardon, on l'a déjà traité, excusez-moi. Toutes les DSI... Et juste pour compléter cette question-là, on peut faire au-delà des interfaces qu'on peut imaginer sur l'INAIX qui a des API et ce genre de choses, il y a un module d'import-export Excel qui est très bien fait. Et donc, on peut imaginer aussi synchroniser ce qui est fait dans un outil existant avec l'INAIX à travers juste du simple import-export Excel. Voilà, c'était juste pour compléter. J'apporterai un complément supplémentaire à Gilles. Le modèle de cloisonnement des flux, on ne va pas le faire dans l'INAIX. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui va décrire finalement votre modèle de privacy by design ou des choses comme ça. L'INAIX reste un outil finalement qui se veut sur la transversalité. Et si vous voulez de l'architecture des flux ultra détaillée, bien sûr, ce n'est pas la vocation première de l'outil. On a fait des questions. Alors,
Je ne sais pas si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez répondre. On les a. L'outil propose-t-il d'autres cartographies? Après, j'ai un doute, je ne sais plus si tu les as présentés, Larissa, mais en fait, le métamodèle Linayex utilise des concepts qu'on retrouve sur tout un tas de frameworks. Et en fait, il y a 12 éléments de base et on retrouve des éléments correspondant à la vue business, à la vue logicielle, à la vue infra. Donc, on va retrouver des business capability pour parler fonctionnel métier, on va retrouver des composants pour parler logiciel, on va retrouver des plateformes pour parler infra et on va retrouver même des processus qui relient tout ça. Donc, ça n'est pas que fonctionnel ou que logiciel. Après, Larissa a insisté sur le module APM qui déploie le métamodèle autour de ce qu'on appelle l'application portfolio management. Donc, c'est centré application, mais derrière, il y a tout un métamodèle qui touche à toutes les couches habituelles de l'architecture en cas de vue. Voilà. Alors, eh bien, merci à tous. Merci à OBS, merci à Larissa, Isabelle, et évidemment toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, qui s'étaient inscrites. Donc, le one more thing, en fait, la chose qu'on aimerait vous proposer pour toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui, c'est justement, je pense que c'est en lien avec certaines des questions qui ont été posées au fond. L'architecture d'entreprise, ce n'est pas forcément une fonction qui existe dans toutes les entreprises. On peut se poser la question de son niveau de maturité, même à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut vivre très bien sans architecture d'entreprise? En réalité, quand on pose un peu, on en a toujours. On a toujours une zone, même si c'est archaïque sur une feuille Excel ou dans la tête des gens, on a toujours une forme, même simplifiée, de documentation des applications. Et on peut se dire, quel est l'intérêt finalement d'avoir un niveau de maturité plus élevé dans ce domaine. Et évidemment, c'est forcément une question à laquelle on a pas mal travaillé nous-mêmes au OBS, qui nous a amené à définir, alors c'est pas forcément nous qui l'avons défini, hein, ce niveau de maturité, je crois que ça vient du Gartner, donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et ce qu'on a développé aussi, surtout avec OBS, c'est une grille d'évaluation, une capacité assez rapidement. Alors, ce ne sera pas forcément très détaillé, mais ce qu'on souhaitait vous proposer, c'est de passer une demi-journée pour les 5 premières entreprises qui se manifestent, passer une demi-journée avec vous pour faire une évaluation, un état des lieux du niveau de maturité et de quels bénéfices on peut attendre en fait à passer à un niveau de maturité supérieur. Parce que si on fait de l'architecture d'entreprise, si on fait cette approche de synchronisation métier et IT, c'est parce qu'il y a des bénéfices à en attendre derrière. Et évidemment, chaque niveau a son lot de bénéfices qui va avec. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je ne sais pas si on a partagé les emails, mais si ce n'est pas le cas, on vous renverra avec l'enregistrement d'aujourd'hui les mails sur lesquels vous contactez. Donc, les 5 premières demandes, on vous propose de passer une demi-journée avec vous, soit sur un cas d'usage particulier. Il y a des cas d'usage très, très populaires chez nous, comme les merger and acquisition, quand on rachète des entreprises, des choses comme ça. Donc, pour aligner les systèmes d'information, par exemple. Donc, on pourra passer une demi-journée avec vous pour faire cette évaluation et vous rendre en fait une sorte de vision, d'argumentaire sur le ROI lié vraiment à l'architecture d'entreprise et au métier de l'urbanisation. Voilà, j'espère que cette session vous aura paru instructive, intéressante. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine. On en aura aussi, à mon avis, qui seront dédiés sur une chose qu'on a intégrée il y a quelques temps qui s'appelle SaaS Intelligence, que j'aime beaucoup, qui donne la capacité aux entreprises d'analyser toutes les utilisations de logiciels en mode SaaS qui sont faites dans une entreprise. Si vous achetez, surachetez, sous-achetez, des choses comme ça, vous allez voir qu'en quelques rapports, vous avez une vision des dérives potentielles qu'il peut y avoir dans les utilisations SaaS. Mais ça, ce sera pour une autre session.